amis téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne Congo Culture, la chaîne de la culture générale. Aujourd'hui, nous vous revenons à l'émission Forum des chercheurs, c'est déjà le 5e numéro. Je suis donc avec Monissa Chiwani, ma consoeur de tous les jours. Et dans ce 5e numéro du Forum des chercheurs, nous allons faire la découverte d'un chercheur qui est dans un domaine assez spécial. Il s'agit du professeur Victor Mamonekene, qui est chef de département océanographique et environnement à l'IRSEN et également enseignant-chercheur à l'Université Marie-Rwanda, plus précisément à l'ENSAF. Donc avec lui, nous allons parler de l'ichthyologie, il s'agit de la science qui étudie les poissons. Donc dans cette émission, nous verrons le poisson dans toute sa diversité, les aspects techniques, économiques et de production. En tout cas, tout sur le poisson, c'est dans ce 5e numéro du Forum des chercheurs. C'est parti. Alors professeur, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes là dans le cadre de l'émission Forum des chercheurs et c'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Je suis avec ma consoeur Monissa Chiwani. Alors commençons cette émission par votre présentation, professeur. Qui est le professeur Victor Mamonekene? Oui, je suis Mamonekene, enseignant-chercheur à l'Université Marie-Rwanda et au département environnement et océanographie de l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles du ministère en charge de la recherche scientifique. Alors, j'ai la tête de ce département qui s'occupe de l'océanographie dans toute sa diversité, mais également les milieux continentaux, à savoir milieux aquatiques et milieux terrestres. Et dans ce cadre spécial des milieux continentaux, il s'agit plus précisément de l'ichthyologie, c'est-à-dire des poissons qui constituent le point fort en fait, de la recherche que nous menons au niveau du département environnement et océanographie. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre parcours, professeur? Parce que, en fait, il s'agit d'abord de vous présenter et puis de parler de votre domaine. Voilà, j'ai fait la plupart de mes études au niveau du Congo, le primaire, le secondaire et une partie du supérieur à la faculté des sciences à l'époque. Puis je me suis retrouvé hors du Congo où j'ai fini par me spécialiser en écologie aquatique, qu'on appelle en un seul mot hydrobiologie, c'est-à-dire les milieux aquatiques et ceux qui vivent dedans, et ceux qui vivent dans les eaux. Ensuite, je suis rentré au Congo où j'ai commencé à travailler et m'intéresser à tout ce qui est diversité aquatique. Donc, le plus de ce que j'ai eu comme formation, c'était au niveau du Congo. Mais le 3e cycle et le reste des études assez fines sur la diversité biologique, la diversité aquatique, c'est en Europe, particulièrement en France. Alors, depuis quand est-ce que vous êtes à l'IRSEN? Je suis à l'IRSEN, c'est difficile de donner une date parce que j'ai commencé au département de la recherche scientifique, c'est-à-dire ce qui constitue actuellement le ministère en charge de la recherche scientifique depuis 1990. D'abord sous le vocable projet Mayombe, où il s'était agi de collecter les informations qui devaient faire de la réserve de la biosphère de Limonika une entité à protéger et à gérer avec les populations. Puis le projet Mayombe s'est mué en GERDI, le groupe d'études et de recherche sur la diversité biologique. Ensuite, l'IRSEN, qui est devenu un institut au même titre qu'un certain nombre d'instituts qui ont été créés au niveau de la recherche scientifique. Voilà, donc je peux dire que je suis là depuis 1990, mais l'IRSEN a été créé relativement récemment. Donc si l'on veut parler d'une date, je pense que les textes ont été signés en 2014. Merci beaucoup, professeur. Alors, puisque nous allons parler du poisson, mais commençons à parler du milieu aquatique. Au Congo, vous avez fait une cartographie et vous avez fait une délimitation par zone. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces zones aquatiques où on peut retrouver du poisson? Bon, la délimitation en tant que telle, c'est du domaine des hydrologues, mais nous également, comme nous travaillons dans les milieux aquatiques, qu'ils soient marins ou qu'ils soient d'eau douce, c'est-à-dire les cours d'eau, rivières et lacs, nous avons quand même affaire au niveau du Congo à un certain nombre de bassins hydrographiques. Le plus important, c'est le bassin du Congo, que nous partageons avec, je pense, plus de 5 États, dont la plus grande partie se trouve en RDC. Et vous savez que ça part quand même, le fleuve Congo part de la Zambie. En dehors de ce bassin qui est très important, mais dont l'inventaire est très complexe du fait de son étendue, nous avons le bassin du Kwilu-Nyari,
ce cours d'eau de la partie sud du pays qui démarre sous le nom de Ngo, passe par Niari pour finir par le nom de Kwilu. Nous avons d'autres bassins pas très importants du point de vue étendu au niveau du Congo, parce que n'oubliez pas aussi que l'Ogoé part du Congo. Et l'Ogoé c'est plus important que le bassin du Kwilu-Niari, mais il s'étend surtout au Gabon. Nous avons la Nyanga, le bassin de la Nyanga, qui part du Gabon, fait une incursion au Congo et se jette en mer au niveau du Gabon. Mais pour parler des bassins qui sont totalement congolais, pour ces bassins mineurs du point de vue étendu, nous avons la Ngongo, au-delà de Pointe-Noire, nous avons la Numbi et la Loémé. Voilà. Mais il y a aussi un bassin qui part du Congo-Brazzaville, mais qui se jette en mer à partir du Cabinda, qu'on appelle le Chigwango, qui est un bassin très important parce que ça constitue une limite biogéographique entre l'entité basse guinéenne qui comprend tous les bassins entre le Nigeria et le Congo-Brazzaville et le bassin du Congo qui, lui, en fait, finit sa course par Matadi, dont une rive est angolaise et l'autre rive de la RDC. En tout cas, merci beaucoup, professeur, pour tous ces détails. Le poisson, c'est l'un des aliments les plus prisés des Congolais. Et puisque nous sommes en face de chercheurs, de spécialistes que vous êtes, est-ce que vous pouvez nous dire quelle différence y a-t-il entre le poisson à écailles et sans écailles et quelle incidence cela peut avoir sur la valeur nutritive? Voilà, j'aborderai la réponse à cette question en évoquant le terme de poisson lui-même. Son importance, évidemment, il n'est plus à souligner parce qu'aujourd'hui, quand vous regarderez ou vous ferez une petite enquête au niveau des ménages de Brazzaville, en dehors du fait que maintenant c'est surtout des cuisses de poulet, mais ce dont les Congolais se nourrissaient en plus grande partie, c'était les poissons. Aujourd'hui, la viande de chasse, c'est pas dans les menus de tous les Congolais. Il y en a parfois qui passent 1 an, 2 ans, ils n'en ont jamais consommé. Donc le poisson, déjà, nous nous sommes intéressés à cela du point de vue de son importance alimentaire. Et en tant que scientifique, pour étudier aussi un certain nombre de problèmes, comme des problèmes d'évolution ou de diversification, parce que n'oubliez pas que scientifiquement, en fait, on regarde cela surtout en tant qu'évolutionniste, même s'il y a un courant en fait créationniste, parce que nous arrivons à voir au niveau du Congo, de par son importance, je parle du bassin du Congo, la puissance qui fait qu'en fait la diversification naît à partir de ce groupe zoologique constitué par les poissons et dont nous arrivons à percevoir les subtilités en les étudiants. Alors, on a des poissons globalement à écailles et des poissons sans écailles. Mais il faut préciser ici, un poisson se définit comme étant un vertébré, c'est-à-dire ça a une colonne vertébrale qui comprend une tête, un tronc et une queue et qui respire principalement à l'aide des branchies. C'est en cela qu'une baleine n'est pas un poisson, qu'un dauphin n'est pas un poisson, ou alors que le tétard n'est pas un poisson parce que c'est une phase transitoire de l'aérien constitué, qui peut être soit une grenouille, soit un crapaud. Donc il ne faut pas confondre cela. Ce n'est pas parce qu'un organisme vit dans l'eau et a la forme d'un poisson, c'est un poisson, non. D'abord, ce critère, ça doit être un vertébré. Et la respiration principale se fait à l'aide des branches. Principale, puisque le nzombo peut respirer l'air aérien, mais sa respiration principale, c'est quand même à l'aide des branches. Alors, l'écaillure au niveau des poissons est un problème d'évolution secondaire. Typiquement, les poissons ont des écailles, mais du point de vue évolution, en fait, il y en a certains qui les ont perdues. En fait, les écailles, le manque d'écailles constitue un aspect évolutif où certains groupes les perdent, puisque les écailles constituent quand même à protéger le corps des poissons. Et en dehors des écailles, donc, le poisson a développé d'autres astuces pour pouvoir protéger son corps, à savoir l'abondant mucus, ce qui rend le poisson gluant lorsque vous le tenez. Et parlons justement de la qualité du poisson. Nous constatons que, en dépit du fait que le Congo soit arrosé de beaucoup de cours d'eau, mais il y a quand même une rareté en ce qui concerne le poisson. C'est dû à quoi pour ça? Oui, je pense que cela vous conviendrait avec moi qu'il faut aussi le préciser. La rareté des poissons dans notre pays, il faut plutôt parler du poisson d'eau douce. Parce que le poisson marin, vous arrivez à trouver du Moseka jusqu'à Ouesso, à Itumbi, ce qui est très loin de la mer. Et c'est surtout le poisson d'eau douce. Alors je pense qu'il faut une enquête par des spécialistes, soit de ceux qui font les sciences
social pour pouvoir trouver une réponse à cela, puisque le poisson d'eau douce coûte quand même plus cher chez nous que le poisson marin, même lorsqu'on regarde la ville de Brazzaville qui a finalement le fleuve Congo à côté. Alors lorsque je discute avec les pêcheurs en faisant du terrain, ils parlent par exemple de engins de pêche qui manquent. Mais je ne sais pas si le problème est réel, parce que celui qui veut pêcher, il va s'approvisionner en engin de pêche. Vous voyez? Donc, probablement que c'est le nombre de producteurs de poissons qui est infime, l'offre étant inférieure à la demande qui est supérieure, et c'est ça qui fait que le poisson soit, entre guillemets, hors de prix par rapport aux poissons, le poisson d'eau douce, par rapport aux poissons de mer que l'on peut trouver, par exemple, les chinchards, on les trouve moins chers que si vous allez acheter un moto ou un monganza ou un mopongo. Hein. Bon, c'est des noms congolais, mais pourquoi pas les utiliser? En fait, il s'agit de l'abéo, de l'abéo barbus ou alors du mormilou. Parlons de cet aspect de la pêche. Aujourd'hui, il y a plusieurs techniques de pêche qui existent. Mais est-ce qu'il y en a qui sont à prohiber et pourquoi? Oui, traditionnellement, le Congolais, comme beaucoup de peuples d'ailleurs, d'Afrique et du monde, exploite les ressources naturelles de façon très rationnelle. Ça, c'est nos coutumes. Maintenant, avec l'urbanisation, l'utilisation des gens dans les milieux urbains, eh bien, on se retrouve dans une situation où l'exploitation ne se fait plus comme du temps de nos parents ou de nos ancêtres. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous arrivez le long de la Likwala aux herbes, lorsque les eaux montent, bien, vous ne trouverez pratiquement pas, la saison de pêche s'arrête là. Vous trouverez derrière la maison un filet et les gens pêchent préférentiellement avec des harpons ou des lances pour pouvoir tuer le poisson qui est gros finalement qu'ils consomment. Pour eux, la période de pêche, c'est lorsque les eaux descendent et en ce moment-là, c'est la grande période de pêche. Et en faisant cette enquête, j'avais remarqué que le danger du point de vue sur pêche résidait dans ceux qui sont dans les villes, qui vont le long de la Likwala aux herbes, et Zama, Ifondo, avec des glacières dans les pirogues, de la boisson, donc de l'alcool, et tout ce qu'il faut pour pousser les populations à pêcher en dehors des moments de pêche. Et cette demande fait en sorte que les gens sont obligés de pêcher, non seulement pour l'autoconsommation, mais également pour toute l'année, ce qui n'est pas bien pour la ressource. Parce qu'au moment du retrait des eaux, les poissons, au moment où les eaux montent, les poissons se reproduisent dans les zones inondées, et au moment du retrait des eaux, les poissons regagnent le cours principal. Ceux qui n'ont pas pu regagner le cours principal, ou ils sont mangés par les crocodiles et les autres oiseaux, ou alors ils mourront. Donc en fait, de ce point de vue, on ne peut pas dire qu'il y ait surpêche, si l'on respecte ce que nos parents avaient toujours fait de par le passé. Mais maintenant, on a un gros danger, c'est parce que bon, on leur demande de pêcher toute l'année, et là réside le danger en fait de la surpêche. Maintenant, en ce qui concerne les engins, tels que nous les utilisons du point de vue des filets, le côté néfaste de l'utilisation des filets réside dans la taille de la maille. Voilà. Quand la maille est trop petite, et ça prend non seulement des petites espèces, mais également les petits des grandes espèces, donc qui ne se sont pas encore voilà, reproduites sur l'eau. Voilà. Sinon, nos méthodes traditionnelles étaient des méthodes relativement écologiques, à savoir les nasses par exemple, ou lorsqu'on utilise les hameçons sont des engins de pêche également qui constituent, en fait, qui concourent à l'exploitation rationnelle de la ressource. Parce que lorsqu'on a des nasses, ne peut entrer dans la nasse que le poisson en fait qui a la taille d'entrer dans la nasse. Donc les pêcheurs les confectionnent en fonction de l'animal qu'il veut capturer, c'est-à-dire le poisson qu'il veut capturer. Mais cependant, nous, avec l'urbanisation ou avec le fait d'amener dans ces milieux des engins, surtout fabriqués avec des matières synthétiques, eh bien, parfois des toiles moustiquaires, histoire de rappeler tout ce qui se trouve au fond de l'eau, ça constitue quand même un effet néfaste. Ou l'utilisation des produits ictiotoxiques, c'est-à-dire ceux qui tuent le poisson de façon indifférente. Et de ce point de vue, traditionnellement, dans les communautés congolaises ont toujours utilisé des poisons d'origine végétale qui se dissipent très rapidement,
mais il arrive que des gens détournent la fonction des produits insecticides des sociétés forestières pour tuer le poisson. Et ça, c'est totalement néfaste parce que vous n'avez pas le contrôle de la distance jusqu'à laquelle le poisson va être affecté pour pouvoir mourir. Alors, tout à l'heure, nous allons revenir sur d'autres aspects du poisson, mais je donne la parole à la professeure Chewani Monessia qui a aussi d'autres questions à vous poser. Merci Benka. Professeur, quelle différence faites-vous entre la pisciculture et l'aquaculture? C'est l'étymologie des mots. Pisci, dans le mot pisces, il y a le mot poisson en latin, et aqua, il y a le mot eau et culture. Donc c'est l'élevage dans l'eau. L'aquaculture, c'est finalement l'élevage dans l'eau. Et ça peut concerner des plantes, comme les algues par exemple, puisqu'il y a des algues qu'on peut élever à des fins pharmaceutiques ou de consommation. On peut élever des crevettes, des moules, des mollusques ou alors des poissons. Voilà. Par contre, la pisciculture, c'est de l'élevage, mais spécifiquement des poissons. Donc la différence réside dans l'étymologie de ces deux mots. D'accord. Parlez-nous des bassins hydrographiques. Oui, les bassins hydrographiques, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est finalement ces grandes entités qui sont caractérisées par un cours d'eau principal qu'on appellera le fleuve, dans lequel en fait concourent ou se jettent un certain nombre de cours d'eau, que ce soit directement ou par le biais des autres cours d'eau. Par exemple, si l'on prend le fleuve Congo au niveau de Brazzaville, le cours principal lui-même va constituer le fleuve, mais quand vous regardez l'Ubangi, qui est énorme, ce n'est pas un fleuve puisqu'il déverse ses eaux dans le fleuve Congo. La Sanga également, c'est énorme et ça jette dans le fleuve Congo. Et quand vous arrivez à Pointe-Noire, vous avez Songolo, le petit cours d'eau qui passe à côté de Lumumba. Ça a beau être petit, mais c'est un petit fleuve côtier. Voilà, donc c'est ça. Des bassins hydrographiques, on en a un certain nombre au Congo, mais le plus important, c'est celui-là, suivi de celui du Kouilunial. Que pensez-vous de l'idée selon laquelle au Congo, les poissons meurent de vieillesse? Mourir de vieillesse, bon, évidemment, chaque organisme a une durée de vie. Vous ne pouvez pas trouver un organisme vivant qui soit éternel. Même les grands arbres comme les séquoias d'Amérique du Nord, ils vivent 2000, 3000 ans, mais ça finit toujours par partir. Il n'y a que le minéral qui résiste très longtemps, quand le minéral, c'est-à-dire les cailloux eux-mêmes, arrivent à s'effriter avec l'eau. Donc mourir de vieillesse, évidemment, ça ne peut être perceptible que dans un milieu non exploité. Et encore par l'homme. Et encore non exploité, ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas d'organismes prédateurs comme les crocodiles ou les oiseaux ou les serpents qui mangeraient ces poissons-là. Et en ce moment-là, un poisson peut mourir de vieillesse parce qu'il a atteint un âge tel que, il faut bien partir. Puisque, que ce soit les humains ou les animaux ou les végétaux, il y a un âge après lequel, en fait, les cellules fonctionnent un peu de façon désordonnée. Je ne vais pas entrer dans les considérations des collègues cytologistes, mais on commence à voir que l'organisme répond mal, en fait, au temps, et en ce moment-là, il faut partir. Mais dans les milieux où le poisson est exploité, mourir de vieillesse, certainement pas, parce que les pêcheurs ont tendance à capturer évidemment des poissons de grande taille, donc on suppose être des poissons plus vieux pour pouvoir être exploités et vendus à des bons prix. D'accord. Benka. Merci beaucoup, en tout cas, Monessia Chewani. Nous poursuivons cette émission. Alors, cette fois-ci, nous allons parler des variétés de poissons. Vous qui en êtes spécialistes, est-ce que vous pouvez nous parler des variétés de poissons qu'on trouve ici au Congo? S'il y a des catégories, des familles, etc. Au Congo, nous sommes dans la zone la moins connue d'Afrique, mais probablement la plus diversifiée, du fait même du fleuve Congo, du bassin du Congo, je veux dire. Parce que le bassin du Congo se trouve dans une zone forestière et du point de vue géologique sur un craton, c'est-à-dire que ça a très peu bougé. Et quand ça bouge peu, ça veut dire qu'en fait, la faune qui réside dans ce milieu peut être une faune qui est là depuis longtemps et qui ne subit pas de grandes variations parce que là où il y a de l'orogénèse, où les montagnes naissent, où les cours d'eau se déplacent, évidemment on arrive à trouver des disparités. Par contre, dans notre pays, le fait même qu'il y ait eu forêt, donc il y ait stabilité du milieu,
il y a eu une diversification incroyable des poissons. Si vous regardez par exemple les rapides du Bas-Congo qui commencent juste à côté des Angalé-Wangombe jusqu'à Matadi, c'est une zone qui est singulière et où les poissons en fait se sont diversifiés de façon incroyable parce que c'est un milieu où pour y vivre, il faut s'adapter, sinon le courant vous entraîne. Alors, nous sommes dans une zone où on compte, lorsqu'on fait par exemple l'inventaire des données qui existent, puisque c'est à partir des données, on n'a pas encore fait des études exhaustives au niveau du Congo pour connaître la diversité des poissons, on approche ou on dépasse le millier du nombre d'espèces au niveau du Congo. Il y a des formules qui permettent d'avoir une idée sur le nombre d'espèces de poissons que l'on peut trouver dans un bassin hydrographique. Lorsqu'on les applique en Afrique de l'Ouest, vous avez le nombre approximatif. Et lorsqu'on applique la même formule au niveau du Congo, nous avons un nombre inférieur à celui qu'on connaît déjà de façon pratique. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, la formule qu'on utilise, il faut la modifier pour le Congo, du fait c'est du fait de sa grande diversité. C'est ce qui fait d'ailleurs que lorsque nous évoluons dans les milieux pour faire différentes études systématiques, ben, il n'est pas rare que nous décrivions des espèces nouvelles et même des genres nouveaux, parce que du point de vue systématique, décrire un genre nouveau, il faut quand même fouiller ailleurs, mais chez nous, même les genres nouveaux, on les décrit. On en a décrit un genre du Mayong, on en a décrit un autre de la Léfini. Donc les nouvelles espèces, on en a décrit pas mal très récemment au niveau du Congo, contrairement à d'autres organismes. Professeur, lorsqu'on évoque le nom Mondélé Bureau, à quoi vous pensez? Ah oui, Mondélé Bureau. Mondélé, ça veut dire qu'il y a le teint clair ou dépigmenté. Le Mondélé Bureau, en fait, c'est un poisson qui est du même groupe que ce qu'on appelle les tilapias chez nous. Vulgairement, le Congolais parlera de carpe, mais vous savez, nous n'avons pas de carpe chez nous. Donc, c'est des tilapias que nous avons, mais pas des carpes. Mais enfin, traditionnellement, on dit carpe. Donc, en fait, c'est ce groupe-là. Et au niveau des rapides du fleuve Congo, il y a ce poisson que l'on trouve en aval de l'Ouosi et qu'on ne retrouve qu'en surface, mort, mais qui est totalement dépigmenté, c'est-à-dire qu'il est rose, sans yeux, donc les yeux n'existent pas, un peu comme le Secobardus qui vit dans les caves de Mbanzangungu, qu'on appelait à l'époque Tesville. Et c'est un poisson qui a fait l'objet en fait des grandes observations avec deux équipes américaines, dont le Muséum d'histoire naturelle de New York et National Geographic. Donc le Mondélé Bureau, la seule fois que nous avons trouvé un individu vivant, qui est d'ailleurs mort quelques minutes, quelques secondes après, quand nous l'avions en main, semble-t-il vit dans les grandes profondeurs du fleuve Congo. Et en passant, je vous dirais par exemple que jusqu'à présent, le fleuve Congo, c'est celui qui a révélé la profondeur la plus extrême à un trou qui se trouve entre Brazzaville et l'Ouosi, où ça faisait 80 mètres de profondeur. Donc bien sûr, ça s'est fait au hasard, donc peut-être qu'il y a d'autres trous, mais jusqu'à présent, c'est le trou le plus profond. Et quand vous vivez dans ces profondeurs, alors, vous n'avez pas besoin de Dieu pour voir, donc le poisson a développé d'autres sens, mais l'histoire c'est que si un tourbillon vous entraîne en surface, eh bien vous mourrez d'embolie. Je crois que c'est la raison pour laquelle on le trouve toujours mort quand il est en surface, puisque un des individus, nous l'avons photographié avec des bulles d'air au niveau du cerveau. Donc, quand vous êtes au fond de l'eau et que vous montez sans faire des paliers de décompression, vous mourrez d'embolie. C'est pour ça que pour plonger, ceux qui plongent dans les profondeurs, ils vont par palier, et quand vous ressortez, vous devez ressortir par palier. Enfin, c'est une espèce, donc une petite espèce, il faut le souligner, qui est allongée, contrairement aux tilapia ou antillemecarpes, qui ne sont pas de forme allongée, mais qui a été décrite par un chercheur américain, Robert Tyson, au niveau de l'Ouosi, donc en aval de l'Ouosi, en 1976. Et donc, plus tard, avec des collègues américains, nous avons voulu savoir comment se comporte cette espèce, pourquoi on ne la trouve que morte. Son nom scientifique, c'est Lamprologus letops. Pendant nos recherches pour préparer cette émission, professeur, nous avons entendu quelques indiscrétions, du genre le professeur Victor a un nom, a un poisson qui porte son nom. Et c'est vrai. Bon,
j'ai des poissons, qui portent mon nom. Mais il faut savoir qu'en matière d'études d'espèces, vous ne pouvez pas mettre votre nom à une espèce, qu'elle soit végétale ou animale, que vous avez décrite. C'est incestueux. Voilà. Donc c'est quelqu'un d'autre qui met votre nom sur un poisson, il vous dédie donc l'espèce. Voilà. Soit parce que vous êtes décédé et que vous avez apporté un certain nombre de services à la communauté scientifique, soit parce que vous avez aidé un chercheur à travailler sur cette espèce, et en ce moment-là, ça fait cela. Il y en a qui dédient ça aux membres de la famille parce qu'ils supportent quand même les longues absences des chercheurs. Alors, les poissons qui m'ont été dédiés l'ont été par des collègues autrichiens et des collègues sud-africains. Ce sont les poissons que l'on retrouve ici Oui, au niveau du Congo, particulièrement dans le Mayombe. Il y a un Chromilotilapia, Mamonekenei, puisque vous devez latiniser le deuxième mot. Il y a un Amphilus Mamonekenensis, et il y a, moi, du point de vue en fait des poissons, par contre, que nous avons décrit, des espèces de poissons que nous avons décrites au niveau du laboratoire ou dans les travaux que nous faisons avec les collègues, nous y attribuons aussi des noms soit de personnes, soit des noms spécifiques par rapport à la configuration du poisson, soit encore des noms par rapport aux localités. Par exemple, le Distichodux tegelsi, nous l'avons dédié à notre maître qui est décédé depuis pas mal de temps, Guy Teugels. Donc c'est Distichodus, c'est du groupe des motos, et son nom c'était Teugels, et on a mis Tegelsi pour latiniser le mot. Dans le Mayombe, nous avons décrit par exemple le premier poisson que nous avons décrit en 1992, il avait été dédié au docteur Jean Diamangana, qui était la personne en fait qui avait initié cette étude, sans laquelle effectivement on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait, parce qu'au début il nous a demandé s'il était possible que nous produisions des données sur les poissons du Mayombe en donnant les moyens par rapport au projet Mayombe dont il avait la gestion à l'époque. Auquel cas nous l'avons décrit sous le nom de Barbus Diamanganaï. Le nom est long, mais qu'à cela ne tienne, Schwarzenegger c'est plus long que Diamanganaï. On a latinisé le nom. Voilà. Et nous en avons décrit d'autres sur la définie, par exemple le directeur de l'ENSAF, M. Yokapol à l'époque, on lui a également dédié un poisson qui était un Rhabdalestes yokai. Donc en fait nous le faisons comme ça. Et d'autres qui portent pas les noms d'individus, c'est par exemple des caractères. Alors le genre nouveau qui a été décrit du Mayombe et qui se trouve finalement jusqu'au Gabon, c'est un Divandu albimarginatus. Les localités du Mayombe et de la zone de Doizi appellent ce poisson-là par Divandu ou Livandu. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit? On prend le nom local, on le met en latin, excusez-moi le terme, et on voit qu'est-ce qu'il a de particulier, albi marginatus. Albi, albinos, albidus, ça veut dire blanc en latin, et marginatum, c'est parce que ça a une crête blanche sur la nageoire dorsale. Entre-temps, on en a décrit un autre, qui est un Bathyetiops, un petit poisson du côté de Komono, et auquel on a donné le nom de Atercrinis, parce qu'il avait des taches noires au niveau des nageoires. Donc voilà un peu comment on latinise les noms des poissons, et finalement sans compter les différentes localités auxquelles on les trouve. Alors professeur, comme je l'ai dit tantôt, les Congolais sont très friands du poisson, mais il y a une pratique qui se développe de plus en plus, c'est manger la tête du poisson. Mais depuis un moment, il y a une rumeur qui circule, et d'ailleurs, on ne parlerait même pas de rumeur, puisque ça a été même médiatisé, que c'est toxique de manger la tête du poisson. Vous qui êtes spécialiste du poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos? Non, la tête du poisson n'est pas toxique. Donc, c'est plus les propos rapportés, et peut-être mal rapportés, d'une publication qui avait été produite par les collègues de la RDC, de la faculté des pharmacies, qui avait essayé d'étudier les contaminants qu'ils trouvaient dans un poisson. Et vous avez trouvé finalement que la tête en avait beaucoup plus. Parce que l'accumulation d'un certain nombre de polluants dans un organisme ne se fait pas de la même manière selon que ce soit dans le foie, dans les graisses, dans le cerveau ou ailleurs. Et eux, ils avaient produit cela en remarquant, par exemple, que la tête avait concentré le maximum de polluants.
mais c'est une grosse station d'épuration pour arriver à épurer tout ce que nous envoyons comme produit qui ne soit pas bon. Il faut aller très en aval vers l'eau aussi. Et en attendant, les poissons qui sont dans les environs immédiats arrivent à assimiler en leur sein beaucoup de polluants. Et quand c'est des métaux lourds, c'est beaucoup plus compliqué, puisque tout ce qui est organique peut se tuer par le feu. Mais quand vous avez du mercure, du plomb issu des peintures, évidemment, ça par le feu, vous ne pouvez pas tuer ça, ça entraînera la toxicité auprès des individus qui consomment. Mais la tête du poisson n'est pas toxique en elle-même. En tout cas, professeur, c'est beaucoup de découvertes au cours de cette émission et le temps qui nous est imparti ne nous permettra certainement pas de tout déballer, mais nous aurons certainement d'autres circonstances pour nous retrouver, notamment en marge de cet événement majeur qui va se passer ici à Brazzaville du 18 au 23 septembre. Il s'agit de la 7e conférence internationale de l'association panafricaine des poissons et pêche africaine. Alors quels sont les enjeux, les grands enjeux et les retombées de ces assises? Merci de m'offrir en fait cette plateforme pour pouvoir en parler, parce que en fait au niveau africain, beaucoup de ceux qui travaillent sur les poissons d'Afrique, qu'ils soient des États-Unis, en fait à travers le monde, on avait décidé en 1993 d'organiser une conférence qui devait faire la synthèse un peu du savoir sur les poissons africains dans leur diversité, dans leur biologie, dans leur écologie et d'autres aspects. Alors la première rencontre avait eu lieu au Sénégal en 1993 et depuis on a décidé que tous les 5 ans, il doit y avoir une rencontre et en alternance pays francophone, pays anglophone. Et c'est une réunion en fait généralement bilingue et la dernière fois c'était au Malawi, un pays anglophone, et très récemment c'est chez nous à Brazzaville, pays francophone. Le petit désavantage que nous avons eu au niveau du Congo-Brazzaville, c'est que nous l'avons su à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire vers le mois d'octobre. Sinon, d'habitude, c'est à la fin de la réunion qu'on décide du pays qui doit organiser. Voilà. Donc, vous comprenez les enjeux, c'est qu'on a très peu de temps pour organiser ça. Et comme c'est une réunion internationale, là, je suis déjà à 152 inscrits, des étrangers et quelques Congolais. Donc, vous imaginez quand même, et c'est une très bonne chose pour pouvoir montrer en fait au monde ce que l'on peut faire en matière de poissons africains. Qu'est-ce que nous savons de tout ce qui existe? Il y aura des aspects de pisciculture, il y aura des aspects de conservation de la ressource, il y aura des aspects de taxonomie que les gens comprennent un peu bien. Puis finalement, de plus en plus, comme on est passé à l'étude de l'ADN chez les poissons, ça nous révèle un certain nombre de choses. Et cela se passera en septembre au rectorat, à la présidence de l'université Marien Ngouabi, et la communauté scientifique est la bienvenue. Voilà. On a un site web, je pourrais vous le transmettre, mais merci d'avoir donné à notre département en particulier et à la communauté des chercheurs en général cette occasion de pouvoir montrer un tout petit peu ce que nous faisons, puisque beaucoup disent dans les rues, oui mais vous là-bas à la recherche vous faites quoi? Mais dès que vous nous donnez une occasion comme ça, on ne peut que vous en remercier chaleureusement, puisque il y en a qui s'intéressent à bien d'autres choses, mais quand vous vous intéressez à la science, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous avons à discuter à vous de ces aspects, puisqu'il y en a d'autres ici qui ne concernent pas les poissons, mais qui concernent par exemple d'autres organismes qui vivent dans l'eau, mais qui permettent de caractériser ou de catégoriser par exemple une eau si elle est bonne ou pas bonne. Et en ce moment-là, nous n'utilisons pas les poissons, nous utilisons par exemple les insectes qui vivent à l'eau. Donc c'est avec beaucoup de joie que je me mets à parler de ces choses-là avec vous. Nous avons un certain nombre de publications également que nous avons produites. Nous sommes prêts à les partager avec vous, soit en format numérique, soit en format papier. Il n'y a pas de souci. Alors, professeur, comme le veut la tradition de cette émission, nous allons conclure en faisant un résumé de tout ce que vous venez de dire dans une langue nationale, donc le Kituba ou le Lingala. Quel est votre choix? Alors, na Irsenawa, na inzo ya betinke betke sadilaka, betke talamingi ba mambi ya bambisi. Pas bambisi parce que betke yundula ya ou bien betke kwenda loba ya ou mais samu na kuzwa na kuzaba bambisi ke na betu kwa na maza ya betu ya Congo, benza beti yake na imbu ya fleuve Congo, mbaki bokila fleuve Congo,
kuilu nyali na ba maza yankaka mingi penda ba madianga imbage bokilaka ba lac. Donc kinzi ya kisalu ya betu kwaku nina kuzaba d'abord yiki makabu ya bambisi ke na betu na ba maza ya betu. Mais betu ke talaka mpe bambisi ya la mer mais kuna betu zaba ti ba kompaya nene yina ke lobaga kuna na maza ya mungwa ba me pesaka déjà ba réponse mingi ni na betu me kuendaka kutala mingi ba maza yina ke na kati ya inkeve ya la mer inbetlenda kunwa inkeve mungu. Donc na kuzaba wapi makabu ya bambisi betike kuzwaka na ba maza yina mais comme benuzaba que maza ya Congo ke nene bambisi peke mingi kuna betike na kusosaka mpe kuzaba wapi bakumbe bambisi na bandinga mingi ya Congo kwa kusamu na lero ngeke longisa babana bagezaba be wafaso balinda bokila mbisina betike na bankumbu mingi ya latin mais yake diambe mbote na kulakisaka pe na babana wafaso betike bokila bambisina na sikia betu lero betike zaba wapi makabu ya bambisi na betu na bamazi ya betu kwaku betike kuendaka mpe kusosa na kuzaba wafaso bake butanaka kwisi babatu mingi zonzaka muzola kutula malangwa na kati ya libuli ya muni ya maza kwaku mais avant kutula lilangwa ifunge zaba tete wafaso yanke butaka yiki yanke kudiaka asinge tulia na dibulu kuna maji ya ikeleve gemesala dibulu ya mpamba mbongo mekwenda perdre na kuzaba mpe wapi ntango bake butaka na imvu mosi est-ce que bake butaka na début ya saison sèche ou na début ya saison de pluie ou c'est comme ça na ba ministère côté bake kusalaka ba misiku balenda zaba que si bazola ku zenga na wapi ntango babantu lenda kuloba ve faso betike lobilaka ni samuna ba resultat ina betike pesaka ba betlenda zonza beno zonza na babantu bakwenda loba vena moment ya puisque bambisi nyonso ben kezo na moment ina bakena ba make na bonba buta si ben kwenda baka baou en ce moment là ya ke Rwanda manque nani voya maza mais betlenda zona ba comme na moment ya ke buta ve betlenda kuloba ba na kuzaba vile betike tambulaka wapi malongi betlenda kupesa à travers directement le betike sala na babantu na faso yini baki lobilaka yiki baki salilaka bilwazo ya kuloba pour que ba kusalila bilwazo ne yimbi ni ke gaspiller bambisi na maza et na kuzonza na ba on peut que si ba me kuloba ba banzilaka kilumbu ya mbasi pour que nyonso ni ke na maza kukwende na kilumbu mosi si betu na yao maintenant c'est parce que ba kaka betu lutaka ba vanda kuloba na mutindo mosi ya mayela donc nini muvanda na kuzonza na keja donc kusala betu na bambisi yake na ba butina kuzaba mbisi wapi bambisi na betu kwaku et puis kusosa kubaka mwabanzaluina samuna ku pesa na baina ke ku salami siku na Congo balenda kusalila yao samuna ku guider population na ya. En tout cas, très bien dit, professeur Victor Mamonekene. C'était donc le forum des chercheurs numéro 5 qui a eu comme invité le professeur Victor Mamonekene, chef du département océanographique et environnement à l'IRSEN et aussi enseignant-chercheur à l'Université Marine-Wabi, plus précisément à l'ENSAF. Nous avons débattu sur le poisson. Monissa Chiwani, je pense que nous pouvons dire au revoir à nos téléspectateurs pour nous retrouver la semaine prochaine avec un autre invité, tout en remerciant le professeur Victor Mamonekene de nous avoir prêté son temps et surtout d'avoir participé activement à la contribution de cette émission et surtout de pouvoir informer le public congolais de cet aspect. Qu'est-ce qu'on peut dire donc à nos chers téléspectateurs? Alors à vous, nos téléspectateurs, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter sur notre page Congo Culture sur Facebook et sur notre chaîne YouTube Congo Culture TV. Et nous nous disons donc au revoir et on se retrouve prochainement dans le cadre de cette émission Forum des chercheurs.